Bonjour et bienvenue à Accès Immersé. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois aujourd'hui des gens du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Francis Laroche et Sabrina Ostre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Un centre de solidarité internationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Première chose, c'est pas anodin comme initiative, on va dire, qui date pas d'hier, en fait. J'aimerais que vous m'expliquiez comment c'est venu, ça, l'idée. Comment ça a commencé tout ça, cette aventure du Centre de solidarité internationale? Le Centre de solidarité, effectivement, c'est une unité en région, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, c'est né en 1979 à l'initiative d'une ancienne missionnaire, Nicole Guy, qui travaillait beaucoup en Amérique latine, en Amérique centrale. Puis, quand elle est revenue dans sa région d'origine, le lac Saint-Jean, elle disait c'est pas possible, il faut sensibiliser la population du lac sur les enjeux internationaux. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Il faut que les gens savent qu'est-ce qui se passe en dehors de notre région. Donc, ça a commencé comme ça. Elle a monté le Centre de solidarité internationale et la mission première du CSI à l'époque, c'était vraiment de sensibiliser la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux enjeux internationaux, mondiaux, et parler de solidarité et créer des liens entre les gens. Le centre a évolué, a grandi. Dans les années 90, on a ouvert nos activités sur les projets de développement, donc d'appuyer des organisations de la société civile dans certains pays d'intervention. On n'intervient pas partout, dans certains pays pour appuyer ces organisations pour la prise en charge de leur développement par les communautés. Donc nous, on intervient en Équateur, au Burkina Faso, au Sénégal et au Bénin. Il y a eu différentes dates. Le Burkina Faso est un pays ancestral. Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec le Burkina Faso. L'Équateur, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Le Sénégal, on y est depuis 2015. Et le Bénin, c'est plus récent, depuis 2020. On a eu jadis le Nicaragua, mais les choses évoluent. Puis, toujours dans les années 90, on a également travaillé sur tout ce qui était mobilité jeunesse, donc en permettant à des jeunes de la région de partir vivre une expérience de solidarité internationale dans nos pays où on intervenait. Donc là, on a eu une collaboration assez forte avec le Cégep de Jonchère, qui a permis à des étudiants en travail social d'aller faire leur stage de troisième année longtemps au Burkina Faso, jusqu'à ce que les conditions sécuritaires ne permettent plus d'aller au Burkina. Puis maintenant, on est au Sénégal. C'est toujours avec le Cégep, ça se poursuit? Ça se poursuit. On a fait le point hier. On est dans 35 années de collaboration, d'avoir permis d'envoyer des jeunes et aller vivre cette expérience de 10 semaines sur le terrain. Donc, voici un peu les 3 grandes missions du CSI. Il y a toujours de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Aujourd'hui, on appelle ça comme ça, mais on sensibilise donc la population du Saguenay et du Lac-Saint-Jean aux enjeux mondiaux, aux grands enjeux mondiaux. On appuie les communautés avec des projets structurants. Nos thématiques d'intervention, parce qu'on n'intervient pas sur tout, évidemment. Nous, on est spécialisés sur tout ce qui est environnement, lutte au changement climatique, égalité des hommes et des femmes, avec des projets d'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles, et tout ce qui est promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc ça, c'est nos grandes thématiques d'intervention. Puis dans les pays, comme je disais, Burkina, Équateur, Sénégal, Bénin. Comment se fait le maillage avec ces organisations-là? Vous parlez d'organisations de la société civile. Comment vous allez chercher ces partenariats? Est-ce que c'est ces organismes-là qui entendent parler du CSI ou c'est vous qui les approchez? Comment vous réussissez au Saguenay-Lac-Saint-Jean à aller chercher ces projets-là? Alors, je ne pourrais pas parler pour jadis à l'époque, du Burkina, et je peux parler pour aujourd'hui comment on travaille. Souvent par contact. Quand on travaillait, on a dû relocaliser les stagiaires, par exemple, du Burkina vers le Sénégal. Donc, tu n'arrives pas au Sénégal comme ça en disant, voilà, j'ai envoyé des jeunes. Donc, on s'est vraiment appuyé sur notre réseau régional nos partenaires régionaux qui travaillaient aussi à l'international. Je pense notamment à l'UCAC, qui avait envoyé déjà des stagiaires dans certaines communautés. Notre réseau des organismes de coopération internationale, par exemple Mer et Monde, qui avait des stagiaires à Souagal. Donc là, quand il fallait relocaliser, ça a vraiment permis d'ouvrir le Sénégal et de dire, OK, on va prendre un pays qui est stable, où on a des contacts, on sait qu'il y a des structures qui vont pouvoir nous faire connaître sur le terrain, parce que nous, tu ne peux pas arriver
des organismes, on reçoit des demandes. Oh oui, on voudrait travailler avec vous. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut créer le lien. Donc là, généralement, le premier contact, on y va par le lien de confiance avec des organisations qui nous soutiennent dans le développement de ces collaborations. On a travaillé comme ça pour l'ouverture des pays, c'est comme ça qu'on fait. On travaille avec des collaborateurs qu'on connaît déjà. On a ouvert le Bénin de la même façon avec des employés qui avaient travaillé au Bénin, avec des structures qui avaient déjà un réseau de partenaires qui étaient connus. On avait tous eu l'opportunité de travailler avec. Je dis tous parce que c'était mon cas, mais donc on connaît et on y va. Après, on développe le réseau au fur et à mesure. Dans ces thématiques-là dont tu as parlé, concrètement, ça peut ressembler à quoi un projet que vous développez là-dedans? Tu parlais d'autonomisation des femmes, par exemple, ou une autre thématique. Là, concrètement, ça ressemble à quoi sur place dans ces pays-là? Je vais te prendre un des projets que je gère, que je maîtrise toi. En fait, quand tu travailles avec un partenaire local, tu as noué ta relation. Lui, il travaille sur ces enjeux. Donc là, c'est de voir avec eux c'est quoi les besoins, ils en sont où sur répondre aux besoins des populations. Donc là, tu établis, lui te dit, voilà, nous, on aimerait un appui sur ça, ça, ça. Notamment, souvent, l'appui aux groupements féminins qui mènent différentes activités génératrices de revenus. Donc, c'est comment appuyer ces groupements dans le développement de leurs activités pour que ces femmes soient plus autonomes financièrement. Lui, il travaille principalement en environnement, lutte au changement climatique. C'est la thématique principale. On est toujours sur ces thématiques, notamment la préservation de la ressource. Oui, on peut se développer, mais il faut aussi que notre ressource naturelle puisse continuer. Il ne faut pas épuiser la ressource. Exact. Donc là, il nous présente un peu ces problématiques et on réfléchit à quel appui on va pouvoir trouver. Évidemment, ce sont des appuis financiers. On peut amener... C'est la question que j'allais poser. C'est que c'est des appuis financiers ou c'est des gens qui vont là-bas pour aider? Eh bien, on a les deux. Au CSI, on a cet avantage-là d'avoir quand même un maillage régional. On travaille avec, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je parlais de nos pays d'intervention, mais nos actions qu'on fait localement en éducation à la citoyenneté mondiale ou même dans les projets et les stages. On parlait du Cégep de Jonquière, mais on travaille aussi avec l'Université du Québec à Chicoutimi, avec Agrinova, qui est une structure de recherche en agriculture. On travaille avec d'autres organisations selon leur thématique. Et donc, en fonction des besoins du partenaire, on va pouvoir créer des alliances avec ces partenaires qui vont, eux, amener une expertise pour répondre aux problèmes de notre partenaire. Puis, on cherche également des fonds parce que c'est les nerfs de la guerre. Donc là, on voit selon les appels à propositions disponibles des ministères, que ce soit le gouvernement du Québec ou du Canada, et on monte un projet ensemble et on va le soumettre à financement. D'accord. Et l'équipe parce que ça prend, j'imagine, une bonne équipe pour gérer tous ces projets, en fait. Là. Alors, au CSI, on met 6 employés. On met 3 aux projets internationaux avec des spécificités. Donc, il y a une personne qui est spécialisée en Amérique latine, question de langue. On a une personne qui travaille sur les projets plus avec nos partenaires africains. Et une autre personne qui est plus sur les projets en changement climatique. Parce qu'on a 2 projets actuellement sur les changements climatiques. Ensuite, on a nos activités plus locales, donc avec une personne qui est chargée des activités d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc là, nos activités d'éducation à la citoyenneté mondiale avec Francis sont plus dans la région. Donc là, on travaille plus en réseau avec, je te laisserai en parler, mais avec les établissements scolaires, des associations de quartier, des centres de jeunes, etc. Ensuite, on a une personne à l'administration finance et une personne à la communication. Francis, j'arrive à toi. C'est bon, je t'attends. Comment ça se déploie dans la région, ces activités de sensibilisation-là? Par exemple, dans les établissements scolaires, c'est des ateliers, c'est des formations, vous faites quoi? Oui, c'est assez varié comme offre, ce qu'on a dans la région, mais tu sais, pour faire le pont avec ce que Sabrina disait, le monde est vaste. Le monde, c'est grand, tu sais. Puis on arrive, on est à Dolbeau, Mistassini, mettons, on prend conscience qu'il y a des problématiques qui nous entourent. Peut-être que c'est notre frère, notre mère, notre chien, on vit des problématiques. Puis ce qui est dur, c'est de se rendre compte que sur cette planète-là, il y a plein de gens qui vivent aussi ces problématiques-là. Mais le lien est dur à faire. Puis je pense que quand on se promène comme ça, qu'on va au Burkina Faso, qu'on va en Équateur, puis qu'on voit que il y a les mêmes choses qui se reproduisent, nous, ça nous donne l'idée, évidemment, de sensibiliser les gens à dire comme « Hey, vous n'êtes pas tout seul, puis on est ensemble dans ce combat-là ou cette lutte-là. »
Fait que l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est un peu ça. C'est un peu cette idée de prendre exemple de ce qu'on voit à l'extérieur, de notre sensibilité, de ce qu'on va voir comme problématique, que ce soit la pauvreté, les inégalités entre les hommes et les femmes, on en a parlé, ou la cause climatique qui nous paraît de plus en plus évidente. C'est sûr que quand on va au Sénégal, on le voit beaucoup plus que dans le haut du lac, par exemple. C'est sûr que ça devient comme une évidence frappante. Donc, on trouve ça hyper important de sensibiliser. Donc, tu en as parlé un peu, mais oui, on va faire des ateliers de sensibilisation dans les écoles, on va être présent sur des campagnes de plaidoyer, on va essayer de développer un réseau de contacts régional assez solide pour que si on veut augmenter la solidarité mondiale, on a des gens ici qui sont déjà sensibles, qui sont déjà ouverts à cette cause-là. Et donc, tu sais, tu as parlé des stagiaires au Cégep de Jonquière, mais il y en a d'autres avec Camille Lavoie, du côté d'Alma. On a d'autres groupes qui se préparent à partir. C'est presque un peu moins d'une centaine de personnes qui partent chaque année avec le CSI. Si on fait 35 années, ça fait quand même... là, je veux pas pitcher mon calcul, mais ça fait presque 3500 personnes, 4000 personnes. Mais tu sais, ça, c'est juste le Centre de solidarité internationale. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui vont faire ce qu'on appelle de plus en plus du voyage solidaire. Et là, ça s'adresse un peu aux personnes aussi qui vont voyager. Des fois, ils vont aller dans le sud, tu sais, ou des choses comme ça. Mais il y a des gens qui se disent, hey, tant qu'à faire un voyage où tout le monde va aller, peut-être que je pourrais aller voir quelque chose, tu sais, puis essayer de pas contribuer parce qu'on a des fois cette idée qu'on peut contribuer, mais se renseigner, explorer, découvrir. Donc, parce qu'en fait, corrige-moi si je me trompe, mais il ne faut pas arriver avec une posture de « nous allons régler vos problèmes ». Ah ben évidemment, de la même manière que si j'arriverais demain matin ici puis je dirais comment ce studio-là, ça fait pas de sens, moi j'aurais mis ça tel côté, ça serait peut-être un peu un affront. On écoute, c'est ça. On s'écoute, on regarde, on s'inspire, puis il y a toujours du beau à apprendre de tout ça. Et donc c'est ce qu'on va faire avec des maisons des jeunes, des écoles, dans des regroupements, des concertations régionales. On va emmener cette solidarité-là pour qu'elle se propage. Parce qu'après ça, ce qu'on cherche, évidemment, puis là on est tout juste au début de lancer notre incubateur solidaire, notre laboratoire d'éducation à la citoyenneté mondiale. Notre idée avec tout ça, là, c'est de ramener un peu ce qu'on fait. Parce que on peut l'entendre parler, mais encore une fois, ça devient difficile de le comprendre. OK, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Sénégal. Mais nous, l'idée, c'est de ramener un peu tout ça ici, puis de se dire, OK, je suis peut-être pas au Sénégal, je suis peut-être pas allé, mais comment je peux contribuer à cette solidarité mondiale là? Comment moi, en étant à Dolbeau, par exemple, ou à Saint-Félicien, comment je peux faire pour m'engager dans cette espèce de grande solidarité là, autour de la planète pour lutter contre des causes qui me tiennent aussi à cœur. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner ce parcours-là. Là, tu viens de parler de ce que tu parles, parce que là, je veux le nommer comme il faut, l'incubateur solidaire pour le développement durable. Là, c'est de ça que tu me parles actuellement. Vous avez eu une aide, d'ailleurs, qui a été annoncée de Centraide de 10 000 On a Centraide qui vient de nous financer une bonne partie là-dessus pour qu'on développe notre incubateur, qu'on ait un lieu, parce que on veut qu'il y ait un lieu, que les gens puissent se rendre. Comment ça se déploie? Comment ça va se déployer, ce projet-là? Nous, là, c'est sûr que c'est un espèce de truc un peu fluide, là. C'est un monstre qu'on lance, là. Un élan de solidarité qu'on lance dans la région. Mais l'idée, c'est d'offrir aux personnes qui occupent ici, qui vont vivre un parcours d'engagement, que ce soit à travers le stage, mais des fois aussi en écoutant un topo télé, tu sais, ou écouter une vidéo YouTube. Tu sais, combien de gens vont écouter une vidéo YouTube sur les changements climatiques, vont se dire comme, hey, j'ai envie de faire de quoi, moi, là-dessus? Ben, où je vais? Tu sais, comment je peux m'impliquer dans le mouvement? Mais ça nous prend un lieu, tu sais, ça nous prend quelque chose qui nous donne une bougie d'allumage, une bougie d'allumage, puis des outils. Parce que mine de rien, 46 ans, là, cette année d'histoire, le Centre de solidarité internationale, on a développé des outils, des expertises, des réseaux de contacts aussi. Et donc, tu sais, d'offrir ça aux gens, pour nous, ça va de soi, puis d'offrir aussi la porte sur le monde, là, cette espèce d'ouverture de se dire comme, OK, mais c'est comment ça se passe aussi ailleurs pour ça, parce que des réalités au Sénégal, comme on en vit ici, sur l'agriculture ou au Bénin. Moi, je prends l'exemple du Bénin. Là. Nous, on commence à parler de permaculture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On entend parler de cette agriculture un peu nouvelle, régénératrice, comme si c'était nouveau. Là-bas, ils sont bien plus avancés que nous autres sur la question. Là. J'ai vu des choses que je suis comme, wow, je suis impressionné par cette espèce de cette rigueur qu'ils ont, alors que souvent, on va être dans le coin, on va se dire, OK, ouais, il y a des concepts comme ça, des fois, que je trouve ça beau, comment... Ça peut changer la perception aussi qu'on a de, moi, je vais aller aider, de... Ah oui, vous faites ça comme ça, mais il n'y a pas juste nous. C'est comme un échange aussi de ta perspective. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui peuvent, qui sont nommés sous-développés, puis qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses à plusieurs égards.
Oh oui, ben répondre aux enjeux mondiaux, c'est une co-construction commune. Si on n'est pas tous ensemble dans ce bateau-là, ben on va nulle part. T'sais. Puis si on commence à se diviser d'un bord de l'autre par la peur principalement, ben tu sais, je pense que ça nous aide pas à avancer dans quelconque direction. Et donc je pense que la solidarité c'est aussi ça, c'est aussi tisser les ponts entre les différentes idées. Parce que nous on a l'habitude d'avoir des idées contraires, c'est-à-dire que ben non, ok, je vais écouter ce qu'il y a à dire, on va avancer. Fait que ce soit sur un projet de développement durable dans une ville, de démystifier comme moi, je voudrais faire un atelier communautaire de couture. Ben ok, on va essayer de trouver un moyen d'avancer dans ton projet. Moi, je voudrais mettre en place un jardin communautaire. Je voudrais mettre en place quelque chose pour venir en aide à des communautés qui vivent certaines persécutions ailleurs dans le monde. Ben ok, on a cette ouverture-là, puis cette envie de collaborer avec ces personnes-là. OK. Tu parlais de lieu. Est-ce que le lieu en tant que tel, ça sera le bureau du Centre de solidarité internationale? Donc, les gens peuvent, comme tu disais tout à l'heure, hein, qui ont une idée, qui ont je sais pas, une petite étincelle, qui se disent, moi, j'aimerais ça contribuer. Puis là, c'est pas juste comme tu me disais, des projets d'aller aider quelque part. C'est dans la communauté, c'est le développement durable, donc ça peut être local aussi. Ça peut être, oui, ben l'effort mondial est très local. Puis tu sais, nous, on commence, c'est sûr qu'on commence dans nos bureaux, on veut aménager un espace pour permettre aux gens de venir contribuer. Mais l'idée, c'est que ça se déstructure avec le temps. Fait que si une école, par exemple, ou un cégep veut avoir son incubateur, on est super ouvert à le travailler là, avec des établissements. Là, donc, vous voulez faire des petits partenaires. Un peu partout. Exactement. C'est ce qu'on cherche à essayer de commencer. Là, on rassemble un peu les alliés là-dedans. On se cherche un peu des partenaires, un réseau, parce qu'on veut pas. Puis ça, c'est vraiment dans l'ADN du Centre de solidarité internationale. On veut pas rester à Chicoutimi ou Alma, par exemple. C'est notre sentier, c'est notre campement un peu, mais on veut se déployer, on veut être présent aussi là, sur l'ensemble du secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que je pense que des idées innovantes, des choses intéressantes, ben il s'en passe autant à Normandin ici qu'il s'en passe à Petit-Saguenay de l'autre côté complètement de la région, là. Ou même à Lac-Bouchette. On peut nommer d'autres. Donc, on décloisonne, on ouvre ça. Donc, ça peut être une organisation, une personne. Il n'y a pas vraiment une clientèle, je vais utiliser ce mot-là, ciblée pour cet incubateur-là. Ça peut être ouvert à tous. Ouais, exact. Ça peut être autant des jeunes, des familles que des quartiers. Je pense qu'il y a une belle ouverture là-dessus. On n'essaie pas de se donner des cibles prioritaires. On cite des personnes qui ont déjà une bonne, qui ont déjà une bonne idée là, de où ils s'en vont, mais on peut sensibiliser aussi. Fait qu'on peut arriver avec un premier atelier, dire OK, ben voici les grands objectifs sur lesquels on travaille. C'est quoi un objectif de développement durable, par exemple? C'est quoi les grandes thématiques ou les enjeux mondiaux? Parce qu'on n'est pas toujours conscient de tout ça. Puis après coup, ben là, OK, moi, ça me tente de faire quelque chose. OK, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Puis comment on va pouvoir l'accompagner, en fait. Et voilà. C'est exactement ça. Éveiller, accompagner. OK. Pérenniser dans un meilleur des mondes, on veut que ça reste, ces idées, là. Est-ce que tu disais que vous cherchez des partenaires? Bon, il y a le partenaire financier Centraide, mais est-ce qu'il y a d'autres partenaires jusqu'à maintenant dans ce beau projet, là? Ben, on collabore déjà avec plusieurs personnes. T'sais, nous, on est impliqués, comme on disait tantôt, au Cégep de Jonquière, avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On a travaillé avec quelques réseaux ici dans la région, mais dans Haut-du-Lac un petit peu moins, je dirais. Moi, je pense que c'est quelque chose que... Belle opportunité. On est venu quelques fois. Ouais, exactement. On est venu quelques fois, mais on aimerait ça venir plus souvent, clairement. Puis oui, on a quelques partenaires ici qui sont... qui démontrent un intérêt de plus en plus. Puis on veut essayer de centraliser tout ça, là, trouver le meilleur endroit ou à quel endroit ou avec qui on va faire ce premier incubateur dans le Haut-du-Lac. Mais je suis assez sûr que on va être présent dans le coin dans les prochaines années. Alors, comment on vous rejoint? Comment on communique avec vous? Vous avez, j'imagine, page Facebook, site Internet. Si on a une idée, parce que c'est en même temps un peu un appel aux intéressés dans le Haut-du-Lac aujourd'hui. Donc, c'est quoi le meilleur moyen pour vous suivre, vous rejoindre? Mais comme tu dis, le site Internet, on est joignable. Notre page Facebook, on est hyper actif avec on a une personne en communication qui répond rapidement. Sinon, passez nous voir à Alma. C'est aussi possible pour les gens qui font un déplacement de Dolbeau à Alma. Pourquoi pas en profiter pour passer nous saluer, voir qu'est-ce qu'on fait, où on est placé, etc. Donc ça, c'est aussi une belle occasion. On oublie des fois le contact physique parce que c'est quand même important. Donc, ces 3 moyens, toi, t'en veux d'autres?
Mais on est présent un peu, là. On est bien amis avec Coureur des Bois ici, là. Fait que ça nous arrive d'organiser des événements. Fait que si on regarde la programmation Coureur des Bois, des fois, on va passer là-dedans, là. On va offrir des activités dans le haut du lac, là, de temps en temps. Mais merci à vous deux, Francis et Sabrina, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Isabelle. Merci à vous également d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Accès immersif. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Donc, moi, mon nom est Amélie Fortin. Je suis propriétaire de l'entreprise Tapo Ton Fruit, donc propriétaire et fondatrice de l'entreprise. Tapo Ton Fruit, en fait, c'est une entreprise qui est située à Dolbeau-Mistassini qui œuvre dans la fabrication de soins cosmétiques. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bleuet sauvage et entre autres ses propriétés antioxydantes pour faire des soins pour le visage, pour le corps. On a une gamme de 9 produits pour le moment. Donc, ça va par crème pour le visage, lait nettoyant, crème pour le corps, des exfoliants, des masques, toute une gamme, en fait, assez complète là, pour le corps. Pourquoi on fait des cosmétiques? En fait, c'est entre autres pour mettre en valeur la beauté naturelle des femmes, pour que les femmes utilisent nos cosmétiques puis qu'ils s'offrent un moment à elles, que les femmes puissent se trouver belles en utilisant nos cosmétiques. C'est sûr que nous, en tant qu'entreprise, aussi au départ de l'entreprise, ça aurait été beaucoup plus simple, évidemment, de s'installer dans des grands centres comme à Montréal, par exemple, pour la proximité qu'on avait avec les laboratoires, la proximité avec nos fournisseurs de matières premières, ces choses-là. Mais pour nous, c'était très important, en fait, de revenir s'installer ici. Puis je dis revenir parce qu'à ce moment-là, j'habitais pas dans la région. Mais j'ai décidé de venir implanter l'entreprise vraiment à Dolbeau-Mistassini parce qu'évidemment, oui, on met en valeur le bleuet sauvage puis je voulais me rapprocher de ma matière première, si on veut, mais aussi parce que c'était important pour moi d'avoir une entreprise à Dolbeau-Mistassini, de faire une différence dans mon milieu avec mon entreprise, parce que oui, on peut faire une différence en tant que personne, mais je pense qu'aussi en tant qu'entreprise, on peut avoir une énorme différence au niveau de l'achat local, donc pour moi, c'était vraiment important. En tant qu'entreprise locale, on essaie de toujours soutenir notre milieu le plus possible. Évidemment, on est une jeune entreprise, donc on y va dans ce qu'on peut faire. Souvent, l'alternative qu'on va avoir, c'est qu'on va offrir des produits, donc pour des causes ou pour plein de choses, en fait, qu'on trouve important. Donc, c'est sûr que de soutenir nos organismes, soutenir les causes ici, ça reste excessivement important pour nous dans la mesure du possible. L'achat local, en fait, c'est un peu de développer le réflexe de penser localement à qu'est-ce qui s'offre à nous quand vient le temps de consommer quelque chose, que ce soit un produit ou service, peu importe, mais de vraiment avoir cette habitude-là, ce réflexe-là de penser localement. Parce qu'on a vraiment une très belle offre ici, mais parfois, il faut prendre le temps de la connaître aussi, cette offre-là. C'est que si on veut continuer à avoir une belle offre ici, dans notre milieu, bien, il faut l'encourager, il faut y participer. Parce qu'après, c'est une roue qui tourne aussi. Si on ne consomme pas ici, bien, l'offre va diminuer. Plus l'offre va diminuer, moins on va avoir envie de consommer ici. Et c'est une roue sans fin, selon moi. Donc, je pense que c'est ça, c'est excessivement important. En consommant local, on achète directement, on contribue directement au projet de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui décide d'ouvrir une toute nouvelle boutique, quelqu'un qui décide d'ouvrir une bannière, quelqu'un qui décide d'ouvrir un restaurant, d'offrir un nouveau service. En consommant ou en achetant dans ces endroits-là, en fait, on participe concrètement à la réussite du projet de la personne, en fait, de l'entrepreneur derrière. On le sait que le temps des fêtes, c'est une période excessivement importante pour beaucoup d'entreprises d'ici, beaucoup d'artisans d'ici. Donc, je vous invite à développer ce réflexe-là, puis à acheter local vos cadeaux. Puis en achetant local, ce qui est beau avec ça, c'est que vous n'allez pas seulement faire un cadeau, vous allez en faire deux parce que vous allez en offrir un à la personne à qui vous offrez le cadeau, mais vous allez aussi en faire un à la personne à qui vous procurez le cadeau. Donc, c'est super positif. Au final, on fait 2 cadeaux à la fois, puis ça fait plaisir à tout le monde. L'achat local, c'est un gros plus pour nous.
Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, j'ai du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au Pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, là, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue de travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au Pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Ah ouais,